Bonjour à toutes et à tous. Il y aura peut-être, dans mon exposé, pas forcément des objets, mais en tout cas des méthodes et des approches assez différentes de ce qu'on a pu voir et entendre depuis le début de la journée, et sans doute un peu moins de graphiques et de chiffres, même si je vais vous parler de mathématiques sous l'angle ou au prisme des notions de mérite et de méritocratie, avec donc l'idée de partir de mon objet d'étude, de corpus d'autobiographie et de mémoire de mathématiciens, pour voir comment les mathématiciens parlent dans des textes assez particuliers, puisqu'ils racontent leur vie et ils sont publiés, comment ils parlent d'enjeux qui tournent autour du mérite et de la méritocratie. Donc je commence par une citation de Sylvia Nazar, qui a écrit une biographie du mathématicien John Nash, et qui donc écrit dans cette biographie, à propos du département de mathématiques de l'université de Princeton durant l'après-guerre, « Nulle culture n'était aussi soucieuse que la culture mathématique de hiérarchiser précisément les individus selon leur mérite et leur prestige. » Cette phrase est citée, c'est là que je l'ai trouvée, par le sociologue Bernard Zarka dans son ouvrage sur l'éthos des mathématiciens. Et il consacre dans cet ouvrage une part conséquente à la question justement de la hiérarchie, à la fois particulièrement prégnante et en même temps intériorisée par les individus. Donc il y a une hiérarchie, mais elle n'est pas forcément visible dans les comportements, elle est intériorisée. Donc, cette hiérarchie est relative en fait au niveau mathématique de chaque mathématicien, les bons mathématiciens, les excellents mathématiciens, les mathématiciens géniaux. Ça repose en fait en grande partie sur le fait que les mathématiques constituent à la fois une matière scolaire, une discipline universitaire et un domaine de recherche qui est très rigoureuse, très abstraite aussi, et extrêmement sélective. Donc, comme l'a dit Pierre-Michel Menger, je viens de soutenir une thèse en littérature comparée, et donc je vais vous proposer quelques saisies à travers les outils de l'analyse littéraire et des études littéraires de ces textes, en croisant donc des enjeux sociologiques et historiques pour mettre en lumière, tenants et aboutissants, des discours des mathématiciens sur leurs propres pratiques, mais aussi sur les postures qu'ils construisent autour de l'écriture d'un texte à la portée très spécifique au sein de leur production scientifique générale. Donc, j'attaquerai un peu par la bande parfois ces discours et ces postures à travers les thèmes de la formation scolaire, du rôle des familles, de la réussite et de l'échec, mais aussi du rapport au talent ou encore à la structuration hiérarchique de la discipline. Et pour cela, je m'appuierai tout particulièrement sur deux textes. Donc, on resserre, voilà, ce ne sera pas une étude extensive, mais je resserre la focale sur deux mathématiciens qui parlent tout particulièrement de ces questions de façon très différente. Donc, il s'agit de Laurent Schwartz et d'Alexandre Grothendieck, qui ont des parcours qui s'entrecroisent, qui ont beaucoup de points communs. Le premier, Laurent Schwartz, fut le directeur de thèse du second. Les deux ont fait partie du groupe de mathématiciens français Bourbaki, qui a proposé entre les années 50 et 70 une profonde réorganisation des mathématiques. Les deux ont été lauréats de la prestigieuse médaille Fields, le premier en 1951 et le second en 1966. Et les deux ont eu, en parallèle de leur activité mathématique, une intense activité politique et militante. Et les deux ont ont écrit en tout cas une autobiographie. Donc Laurent Schwartz publie en 1997 Un mathématicien aux prises avec le siècle aux éditions Odile Jacob, donc une maison d'édition qui pratique une forme adepte d'une forme de vulgarisation des savoirs, mais qui est en fait plutôt assez généraliste, on va dire. Et le deuxième mathématicien, Alexandre Grothendieck, rédige, lui, au milieu des années 80, ce qu'il appelle des réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien, qu'il intitule « Récolte et semaille ». Et c'est dans une période où il est en rupture avec l'institution universitaire et une partie du monde mathématique. Donc déjà, son parcours à lui est très particulier, j'y reviendrai un petit peu. Et le texte n'est publié, comme vous le voyez, qu'en 2022, donc cette année, par Gallimard, donc 8 ans après la mort de son auteur et près de 40 ans après son écriture. Donc, entre-temps, dans l'intervalle, le texte a circulé sous des
des formes plus informelles, en tout cas pas publiées de manière commerciale. Donc, point commun entre ces textes autobiographiques, c'est que les deux parlent explicitement du mérite et de la méritocratie. Et donc, je voudrais souligner que ce n'est pas toujours le cas dans les récits de vie, même si j'essaierai d'en évoquer d'autres à certains moments de mon propos. La plupart des autobiographies restent souvent en deçà d'une réelle analyse du système social dans lequel la vie racontée s'est déployée. Ils racontent leur vie. Il n'y a pas forcément de réflexivité très approfondie sur les structures sociales, par exemple. Donc, chez Schwartz et chez Grothendieck, il y a un discours sur le mérite qui part de ce que sont et de comment fonctionnent les mathématiques, et pour autant, leur discours est loin d'être le même. Donc, je vais commencer par une remarque, enfin une réflexion qui m'est venue. J'avais commencé en fait par relever la présence du terme mérite et de formes associées dans les textes de mon corpus, et j'ai remarqué que certaines expressions revenaient avec une distinction entre les occurrences du terme avec et sans complément du nom, donc attribuer du mérite à quelqu'un ou attribuer à quelqu'un le mérite de. Le premier cas se trouve dans des anecdotes au sujet de la valeur accordée par la communauté mathématique à telle démonstration ou à tel théorème. Alors, je vais passer un petit peu à un exemple quand même. Donc, Schwartz écrit « Il y a des théorèmes qui sont difficiles au début, mais simples une fois l'épuration faite. Ceux qui lisent le résultat final le trouvent presque évident et ont tendance à ne pas attribuer beaucoup de mérite au mathématicien qui l'a introduit. » Cette remarque, alors vous semblera peut-être légèrement décalée par rapport aux objets qui nous occupent aujourd'hui, mais elle me semble essentielle en fait pour comprendre certains des enjeux, puisque la question que pose une telle occurrence, c'est en fait comment est-ce qu'on attribue sa valeur à un énoncé mathématique. Qu'est-ce qu'un résultat mathématique méritant ou méritoire ou qui mérite d'intéresser la communauté? Et le corollaire de ces questions, c'est évidemment celui du mérite attribué au mathématicien lui-même. Donc moi-même, je ne vais pas répondre à ces questions sur ce qui fait la valeur d'un énoncé mathématique, mais je voudrais donc souligner que ces questions-là sont présentes dans le texte de ces mathématiciens. Ce que suggère cette citation, c'est qu'il n'y a pas de valeur univoque. En toute bonne foi, on peut considérer qu'il n'est pas besoin d'un grand talent ni de grands efforts, qui seraient donc les deux des composantes du mérite, pour trouver certains résultats, puisqu'ils semblent, en tout cas après coup, évidents ou triviaux. Pour autant, le fait même de les coucher sur le papier constitue un acte scientifique. On va un peu plus loin. Grothendieck consacre certaines pages à dénoncer des comportements non éthiques observés parmi les mathématiciens de son entourage. Et l'un des actes, donc c'est une grosse partie de Récolte des semailles, c'est une sorte de règlement de compte avec la communauté mathématique. Donc c'est un texte assez particulier. Mais l'un des actes qui le choque le plus est le fait d'utiliser un outil mathématique dans une communication publique, sans en donner l'origine ni l'auteur, quand ce n'est pas soi-même, alors qu'on connaît l'origine et l'auteur de cet outil, et plus grave encore, de s'en attribuer explicitement ou tacitement la paternité, c'est-à-dire de s'en attribuer le mérite. Et de tels comportements, dans le texte de Grothendieck, s'appuient vraiment sur le paradigme sémantique du mérite. Enfin, c'est vraiment les termes qu'il utilise. Donc, pour vous donner un exemple, il raconte un colloque au cours duquel l'un de ses anciens élèves a utilisé quelque chose qui avait été trouvé par un autre de ses anciens élèves, mais sans jamais le nommer, voire en laissant entendre que c'était lui qui l'avait trouvé. Et donc, dans les phrases en gras, il a bien fait ressortir par ailleurs, avec la modestie dont il est coutumier, qu'il n'y avait aucun mérite à deviner les propriétés extraordinaires donc, de ces objets. Et plus loin, tout le monde a trouvé normal qu'il s'abstienne de nommer la personne qui avait eu le mérite de découvrir cette correspondance providentielle. Donc on a deux occurrences de mérite. Alors c'est au sein d'un passage qui est une véritable attaque ad hominem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom du mathématicien dont il parle dans cet extrait, mais il est juste un peu plus haut. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas rétablir la vérité car je ne la connais pas, mais ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment cette tension entre, dans un premier temps, une forme de négation du mérite, le résultat est évident, ce n'était pas si extraordinaire de le trouver, et d'autre part, appropriation d'un mérite qui n'est en fait pas le sien par élimination du nom.
Ici, la compétence mathématique et le travail fourni semblent à la fois niés et valorisés, et la reconnaissance du mérite, en tout cas du méritant, n'a pas lieu. Donc c'était un petit excursus pour vous montrer une manière en fait qu'ont les mathématiciens d'utiliser donc ce terme de mérite dans toute la polysémie qu'il peut déployer et qui permet déjà de mettre en œuvre des dimensions importantes en fait de ce qu'est le travail mathématique et du fonctionnement de la communauté mathématique. Donc je reviens plus directement à la production autobiographique en vous donnant quelques éléments sur les enjeux des arrière-plans familiaux et des trajectoires éducatives, puisque c'est un des passages obligés d'une autobiographie en général, va être de parler de ses origines, de sa famille, de son enfance, etc. Et c'est d'autant plus intéressant dans le cas de ces scientifiques chez qui, bien souvent, l'origine familiale joue un rôle dans l'orientation ou dans le goût pour la recherche, dans ce cas-là pour les mathématiques. Donc Laurent Schwartz en est un exemple très frappant. Il signale donc dans son texte qu'il est issu d'une famille où les pratiques de recherche sont connues et valorisées. Son père est chirurgien, il a également un oncle pédiatre, un cousin de sa mère est professeur de mathématiques spéciales. Et donc si ces différentes figures n'ont pas la même puissance ou la même forme de légitimité scientifique, elles tracent ensemble le paysage sur lequel se déploie le début du parcours de vie et le récit qui cherche à en rendre compte. Donc c'est une famille où les sciences, les mathématiques et la recherche sont présentes sous la forme d'une certaine endogamie. Et Schwartz mentionne également son lien familial avec le mathématicien Jacques Hadamard, qui est son grand-oncle. Donc on a vraiment une sorte de valorisation de soi qui est distanciée. Il y a un certain nombre d'intermédiaires généalogiques, mais qui fonctionne comme une sorte d'argument d'autorité. Schwartz naît et vit au sein d'une famille de scientifiques et de mathématiciens, et le rôle de cette famille dans l'orientation vers les mathématiques est crucial et explicite dans le texte. En même temps, son parcours passe par certaines des institutions françaises les plus prestigieuses, et notamment l'École normale supérieure. Et lorsqu'il parle de cette trajectoire scolaire ou de son expérience en tant qu'enseignant, puisqu'il a notamment dirigé une réforme de l'enseignement des mathématiques à l'École polytechnique, il ne tarit pas d'éloges sur les systèmes pédagogiques qui permettent de détecter et de valoriser les élèves les plus doués, regrettant l'égalitarisme absolu prôné, donc ça c'est une citation, prôné en France contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'élitisme. Donc que ce soit le recrutement par concours à l'ENS ou les lycées d'exception qu'il découvre en URSS dans les années 60, il loue ces dispositifs éducatifs qui sélectionnent en fonction des capacités intellectuelles et non d'autres facteurs économiques ou sociaux. Il nuance toutefois cette affirmation. Donc, il loue la méthode qui consiste à pousser les meilleurs vers le haut, élevant ainsi le niveau de l'ensemble, tout en décelant dans le peuple les talents les plus brillants. Donc, cette politique du mérite qui profite en partie aux élèves des classes laborieuses qui, autrement, n'auraient pu se distinguer. Donc là, il développe une véritable analyse sociologique sur l'égalité des chances à l'école et il prône un modèle de promotion des meilleurs qui permettrait, selon lui, une mobilité sociale réelle et présentée comme souhaitable. Et toutefois, il note qu'avec le temps, la recherche tend à devenir héréditaire et qu'en fait, de plus en plus d'étudiants de l'école normale supérieure, de moins en moins sont issus de ces classes laborieuses. Donc la méritocratie comme principe de justice sociale fonctionne de moins en moins bien, en particulier dans le monde de la recherche qu'il connaît bien. Alors, ce regret de sa part peut sembler un petit peu paradoxal, puisque lui-même, certes, n'est pas enfant d'enseignant, mais est tout de même issu d'un milieu socioculturel fort propice donc à son inscription dans les mathématiques et dans la recherche. Donc, l'exemple de Schwartz, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, je vous mets ici d'autres références d'autobiographie de mathématiciens, si jamais ça vous intéresse d'aller en lire. Donc, tous ces mathématiciens sont aussi inscrits dans des familles qui leur donnent un cadre très propice pour devenir mathématiciens, de manière très différente. Norbert Wiener, dans les 2 volumes de son autobiographie, présente l'influence absolument déterminante de son père,
qui en fait une sorte de machine à chercher, de machine à faire des maths, mais tout en mettant en balance cette volonté paternelle avec sa propre destinée intérieure. Voilà, ça lui semble quand même important dans son texte d'exprimer cette singularité. Benoît Mandelbrot, mon deuxième exemple, accorde une place considérable dès le début de ses mémoires à la figure de son oncle Scholem, qui est un mathématicien, et il parle de sa maison comme d'une maison des mathématiques dans laquelle il a grandi. Et Scholem, cet oncle, est une figure à la fois identificatoire et repoussoire, puisqu'il incarne des mathématiques françaises que Benoît Mandelbrot va finir par fuir en allant travailler aux États-Unis sur des objets qui ne sont pas acceptés, entre guillemets, en France. Edward Frenkel, troisième exemple, dédie son livre à ses parents ingénieurs qui, dans son texte, semble ne pas jouer de rôle direct dans sa trajectoire mathématique. Ce n'est pas les parents qui apportent les mathématiques, mais en revanche, ils sont à l'origine de la rencontre entre le jeune étudiant et un mathématicien qui deviendra son mentor. Donc voilà, il y a plusieurs formes de rôle des parents dans ces trajectoires. Et enfin, Paul Almos, lui aussi issu d'une famille à forte dominance scientifique, puisque son père et ses frères sont médecins, choisit de s'éloigner de sa famille au moment de choisir une université. Et il ne commence pas par les mathématiques. Donc c'est une fois qu'il est sorti de sa famille qu'il se dirige vers les mathématiques. Donc un cercle familial propice à un rapprochement avec les sciences, mais les mathématiques n'arrivent que dans un second temps. Par rapport à ces exemples, Grothendieck apparaît comme une exception. Donc c'était ma deuxième étude de cas principale. Donc ses parents, Sacha Shapiro et Anka Grothendieck, sont issus de milieux intellectuels. Et cependant, l'enfance de Grothendieck est marquée par la pauvreté, la précarité et l'errance, puisque ses parents, en fait, sont des militants politiques. Son père, pendant la Seconde Guerre mondiale, est déporté. Lui-même, donc Alexandre, est interné avec sa mère dans le camp de Rieucros, en Lozère. Et puis, il est caché au Chambon-sur-Lignon. Donc, il est encore enfant, et c'est là qu'il va à l'école. Il pourrait être, en fait, considéré comme une forme de pur produit de la méritocratie, puisqu'il bénéficie d'une mobilité sociale légitimée uniquement par son talent mathématique. Talent qui est reconnu alors qu'il n'a pas le parcours scolaire et universitaire traditionnel de mathématiciens qui lui sont contemporains. Schwartz est un tout petit peu antérieur, mais il a vraiment ce parcours royal de la mathématique française. Mais ni l'origine sociale de Grothendieck, ni son parcours scolaire ne semblent avoir joué de rôle particulier dans son accession au statut et au poste prestigieux qu'il acquiert. Son texte même ne met en valeur aucun enseignant, par exemple, jusqu'à sa rencontre avec Schwartz et Dieudonné, donc jusqu'à sa rencontre avec les vraies mathématiques comme pratique de recherche. Plus qu'un athlète du mérite, transparaît dans le récit de Grothendieck un côté autodidacte ou self-made man. Lui seul semble voir et comprendre ce que les autres ne voient ni ne comprennent. Alors mon propos, évidemment, n'est pas ici de tirer des conclusions plus générales sur la sociologie des mathématiciens. Peut-être même, par contre, on pourrait tirer des conclusions sur la sociologie des mathématiciens qui publient le récit de leur vie. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup sont issus de familles sociologiquement favorisées, ou alors avec des liens très forts avec des formes, avec le monde intellectuel ou avec les livres, par exemple, ou les mots. Donc voilà, c'est des choses dont je parle dans ma thèse, mais je ne vais pas développer là-dessus. Je vais en venir en fait à la représentation du fonctionnement de la communauté mathématique. Est-ce que le monde, la communauté mathématique, est représenté comme un monde véritablement méritocratique ? Je commencerai par une citation de Grothendieck qui dépeint le milieu mathématique qu'il découvre à partir de la fin des années 1940, et plus spécifiquement à travers donc, le groupe Bourbaki, dont j'ai déjà parlé, et il dépeint ce milieu comme un monde méritocratique. Donc, je me rappelle que j'étais particulièrement satisfait et fière même que dans ce monde que je m'étais choisi et qui m'avait coopté, ce n'était pas la position sociale ni même la seule réputation qui comptait, encore fallait-il qu'elle soit méritée. On avait beau être professeur d'université ou académicien, ou n'importe, si on n'était qu'un mathématicien médiocre, pauvre gars, on n'était rien.
Ce qui comptait, c'était uniquement le mérite, les idées profondes, originales, la virtuosité technique, les vastes visions et tout ça. Donc je voudrais faire remarquer plusieurs choses dans cet extrait. Premièrement, Grothendieck utilise, donc là, petite analyse de texte, un procédé d'énumération, donc sous la forme d'une juxtaposition, ce qu'il fait assez fréquemment par ailleurs, c'est pas du tout propre à ce passage. Ça crée des parallèles, voire des analogies entre plusieurs éléments, et c'est au lecteur de faire les rapprochements, voire de comprendre qu'il y a une forme de définition en jeu. Ici, il associe le mérite à une série d'autres qualités, les idées profondes originales, la virtuosité technique, les vastes visions, et tout ça. Que trouve-t-on dans ces différents éléments? Il y a un vocabulaire très grothendieckien, qui est très présent dans son texte, la profondeur, le caractère vaste, la notion de vision, qui structure la manière dont il parle de son rapport aux mathématiques, qui est complètement construit sur le paradigme du regard. Donc là, voilà, on est vraiment dans son vocabulaire. On peut se demander, en fait, dans cette énumération, si le mérite est un élément parmi une série d'éléments différents ou si c'est le terme général qui englobe la suite. Le mérite relèverait alors de la capacité à trouver des idées mathématiques puissantes et à les mettre en forme. En tout état de cause, Grothendieck dépeint une certaine vision du talent qui est opposée au statut social et à la réputation dont il parle plus haut. Par ailleurs, on note déjà dans cet extrait un corollaire de la reconnaissance accordée à ceux qui le méritent, c'est que ceux qui ne méritent pas ne sont pas considérés, n'ont même pas d'existence, en tout cas pas d'existence sociale ni même scientifique. Le texte les nie. Si on n'était qu'un mathématicien médiocre, on n'était rien. Et vous pouvez noter, là, c'est assez violent en fait, enfin, le texte mime cette violence. On a un parallélisme de structure. Si on était, on était. Et donc il y a un rapport d'identité entre une simple tournure restrictive, si on n'était que, accompagné d'un adjectif exprimant le caractère moyen, médiocre, et d'autre part, on a une négation totale et quasi existentielle, on n'était rien. Donc il y a déjà, dans ce récit de Grothendieck, une vision du caractère délétère, d'une certaine vision du mérite, et que Grothendieck va continuer à développer dans son texte. Car à un moment de sa vie, donc avant l'écriture de Récolte et Semailles, il remet en cause complètement ce modèle méritocratique, ou plus précisément l'image qu'il se fait de ce modèle, rejetant une certaine définition du mérite et de la méritocratie. Dans Récolte et Semailles, le passage dans lequel le terme mérite apparaît le plus souvent est une section de 3 pages qui s'intitule « Le mérite et le mépris » et qui souligne les conséquences délétères d'une certaine vision de la hiérarchie entre mathématiciens qui est établie en fonction de la qualité mathématique. Donc, dans cette section, il raconte une anecdote que l'on retrouve à d'autres endroits du texte et qui trouve des échos avec encore d'autres histoires à apporter. Et donc, il y a vraiment un travail de réécriture et de retour régulier sur cette anecdote. C'est vraiment une histoire qui lui pose problème, qui constitue un nœud dans la manière dont il construit le récit de ses souvenirs et de sa vie et la cohérence de son propre parcours. Donc je trouve pour ça qu'il est intéressant d'étudier en détail ce témoignage. Pour une petite mise en contexte, il raconte avoir vu, donc, alors qu'il fait ses premiers pas dans le milieu de Bourbaki, donc à la fin des années 40, il raconte avoir vu un mathématicien traiter un élève avec un mépris non déguisé. Et donc il écrit quelques 40 ans plus tard, « Je ne me rappelle pas si je lui ai posé, donc au mathématicien, au maître, si je lui ai posé une question au sujet de son attitude, seulement la conclusion que je retirais de la scène, c'est que vraiment ce malheureux élève devait être bien nul pour mériter d'être traité de cette façon. Quelque chose comme ça. Je ne me suis pas dit alors que si l'élève était nul, en effet, c'était une raison pour lui conseiller de faire autre chose et pour cesser de travailler avec lui, mais en aucun cas pour le traiter avec mépris. Je m'étais identifié au fort en maths, tel que cet aîné prestigieux, aux dépens des nullités qu'il serait licite de mépriser. J'ai suivi alors la voie toute tracée de la connivence avec le mépris qui m'arrangeait, en mettant en relief ce fait que moi, j'étais accepté dans la confrérie des gens méritoires, des forts en maths. » Donc on a un enchaînement presque de cause à effet. En tout cas, c'est l'enchaînement qu'il construit, d'une hiérarchisation selon le mérite,
donc le mérite au sens d'une puissance mathématique. À partir de cette hiérarchisation, il y a des effets d'identification et de connivence. En tant que mathématicien, on sait à quel endroit de la hiérarchie on se trouve, et que si on appartient donc au sommet de cette hiérarchie, la conséquence sera donc d'éprouver, en tout cas c'est ce que Grothendieck a vécu, éprouver une certaine fatuité, une grande satisfaction de soi qui conduit au mépris des autres et donc à des situations violentes, enfin d'une violence symbolique qu'il rapporte. Alors plus précisément, ce n'est pas tant le mérite qui cause le mépris, mais le mérite qui constitue un leurre qui cache le fait qu'on est méprisant avec les autres ou qui justifie le fait qu'il soit méprisant avec les autres. Et il repère au cours de son long processus d'écriture, il repère dans son rapport à la pratique mathématique et au monde mathématique ce qu'il appelle un subterfuge d'inspiration méritocratique qui cache à ses propres yeux ses propres dispositions grossières de compétition et des rationalisations méritocratisantes de ses penchants vers la fatuité. Donc il y a vraiment l'idée que les mécanismes rattachés à la méritocratie nourrissent chez lui une forme d'illusion construite autour de la valeur, de l'excellence et de la dignité ou non, à se voir considéré par ses pairs et ses supérieurs. Grothendieck parle d'une idéologie du mérite qui repose sur l'idée que n'importe qui peut prouver sa valeur en étant un bon mathématicien. Or, à ce titre, les forts en maths, c'est comme ça qu'il les appelle, l'élite mathématique dont Grothendieck fait partie, se sentent en droit non seulement de déconsidérer, mais même de ne pas du tout considérer les autres. Et Grothendieck souligne, chez lui, mais aussi chez d'autres, la propension à abstraire les personnes, au sens étymologique du terme. Il parle d'un effet isolant de l'idéologie du mérite. Le fait de s'enfermer en fait, dans une bulle de personnes de sa propre caste. Je ne sais pas si le terme est vraiment... voilà, Monsieur Laurence n'est plus là pour me corriger. Le sentiment de sa propre supériorité dans la hiérarchie des mathématiques le conduit à se couper physiquement de ceux qui ne présentent pas les garanties d'une valeur mathématique suffisante. Ces personnes se retrouvent dans l'esprit du mathématicien, mais également dans son discours, dans ce qu'il appelle le marais, qui est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises et qui est assez forte pour désigner les autres sous la forme d'une masse indistincte, basse et répulsive. Et cette idéologie du mérite est délétère dans l'expérience de Grothendieck, non seulement parce que, en termes humains, il ne l'accepte pas, mais également parce qu'elle a des effets contre-productifs sur le développement des mathématiques, parce qu'elle conduit le mathématicien à ignorer certains collègues ou certains étudiants dont il juge a priori qu'ils ne font pas partie de son groupe hiérarchique. Alors, je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Je noterai juste tout de même qu'on peut noter à la lecture de Récolte et Semailles que les termes mérite et méritocratie, et on retrouve également méritocratisme comme comme désignation d'une idéologie quelque peu ironisée. Donc, ces termes sont régulièrement employés entre guillemets, puisqu'il s'agit souvent d'un dispositif de citation. Il cite les paroles d'autres amis qui étaient également porteurs d'un discours très critique sur le fonctionnement du monde mathématique, mais c'est également une manière de mettre à distance, voire de disqualifier les termes employés, soit qu'ils n'en cautionnent pas l'usage, soit qu'ils n'en cautionnent pas les dénotations. En tout cas, ils n'assument pas totalement l'utilisation de ces mots. Alors, je finirai, ou je m'approcherai de la fin, en revenant donc à la notion de fatuité, dont Grothendieck fait l'une des charnières de son récit de vie, puisque au cœur de Récolte et Semailles, il y a vraiment la prise de conscience qu'en fait, durant toute sa vie, il a été extrêmement satisfait de lui-même et que ça l'a poussé à écraser complètement les autres, beaucoup d'autres. Et il se rend compte donc au moment où il écrit que ce n'est pas exactement l'image, ou en tout cas l'attitude qu'il aurait voulu avoir. Cette satisfaction de lui-même, cette fatuité, le coupe des autres, je l'ai dit. Je précise par ailleurs que Grothendieck est loin de se peindre en mathématicien du collectif. Lui, il prône vraiment des mathématiques solitaires. C'est ça qui l'intéresse, mais une solitude qui n'est pas celle d'une autosatisfaction ou du mathématicien dans sa tour d'ivoire, mais de la solitude innocente de l'enfant qui joue. C'est une image que l'on retrouve énormément chez lui,
qui serait seul susceptible de faire émerger les visions mathématiques les plus simples, les plus puissantes et aussi les plus libres. Et je trouve intéressant de rapprocher ces propos sur la fatuité de ceux de Schwartz, qui parlent de la confiance en soi et de la modestie. Donc il y a vraiment des thèmes que l'on retrouve chez les deux, mais qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, dans Un mathématicien aux prises avec le siècle, Laurent Schwartz raconte comment, durant sa scolarité, alors qu'il pensait être inintelligent car très lent, c'est du moins ce qu'il raconte, il a pris conscience de son talent ou de la forme particulière de son intelligence en réussissant brillamment le concours général de latin. Et ça l'aide à surmonter ce qu'il appelle un complexe terrible et à prendre la mesure de la situation pour construire une solide confiance dans ses possibilités de réussite. Ce sont ses mots. Alors, je ne sais pas si j'ai mis le texte, je n'ai pas mis le texte, mais il ajoute donc que ce type de compétition est une excellente chose. Beaucoup de jeunes, pour une raison ou pour une autre, doutent d'eux-mêmes. Le refus des comparaisons, qui est trop souvent en ce moment, par concession à l'égalitarisme, une règle destructrice, empêche ces jeunes qui ont des doutes, et avant tout ceux qui sont issus de familles modestes, d'acquérir une réelle confiance en eux-mêmes. Or, la confiance en soi conditionne le succès. Bien sûr, il faut être modeste, et tout intellectuel a besoin qu'on le lui rappelle. Donc on a un récit d'enfance, d'adolescence, articulé au récit d'une formation scolaire et scientifique, que l'on peut rétrospectivement qualifier de réussie et donc légitimante, qui va nourrir et justifier un discours prescriptif sur donc, la nécessité d'une certaine forme de compétition pour à la fois faire émerger les talents et booster la confiance en soi des élèves. Et en ça, les positions des deux auteurs sont très différentes, puisque Grothendieck, lui, rejette au moment où il écrit en fait, la notion même de compétition. Mais là où Schwartz a un discours social, peut-être même sociologique, fondé sur le récit d'une trajectoire réussie, Grothendieck a un propos qui est presque existentiel, qui est fondé sur une enquête réflexive. Donc sur la question de la compétition, ce dernier, Grothendieck, rejette certaines caractéristiques du fonctionnement de la recherche scientifique qu'il appelle les dispositions grossières de compétition, des dispositions sportives. Et il est assez frappant de noter ici que ce qu'il rejette est une composante en fait, de la formation mathématique de haut niveau, qui est un rapprochement que fait notamment Pierre-Michel Menger dans ses travaux. Donc la dimension sportive est ici considérée comme quelque chose de mauvais, dans la mesure où elle établit des distinctions que politiquement, en fait, Grothendieck n'accepte plus. Dans son récit, toutefois, et je finirai là-dessus, deux éléments contrebalancent cette tendance au mépris et à l'abstraction des autres, fondée sur la notion de mérite. Le premier antidote est de voir la personne en chair et en os, puisque cette présence rappelle des réalités plus essentielles que celles du soi-disant mérite, ce sont à nouveau les mots de Grothendieck, et de s'appuyer sur des amitiés qui ne se soucient pas de mérite. Donc voilà, c'est un rejet total, mais c'est aussi ce que Grothendieck raconte avoir trouvé dans ses premiers temps au sein du groupe Bourbaki. Donc l'idée, ce n'est pas du tout d'éliminer totalement les mathématiques, ou en tout cas cet aspect des mathématiques. Il dit que dans Bourbaki, le respect de la personne faisait partie de l'air que j'y respirais, il n'avait pas à mériter le respect. Il suffisait d'être une personne. Bon. Deuxièmement, la règle unique qui est au cœur en fait, de la pratique scientifique, qui est que toute personne qui trouve un résultat digne d'intérêt doit avoir le droit et la possibilité de le publier, à seule condition que ce résultat ne soit déjà l'objet d'une publication. C'est à nouveau une citation. Constitue le correctif essentiel à l'attitude méritocratique qui existe, dit Grothendieck, en lui-même et en d'autres membres de Bourbaki. Donc l'enjeu est celui d'une libération des normes et des attentes établies en fait par des patrons tout-puissants comme critère de ce qui est méritant ou méritoire pour revenir en fait au cœur de ce qui est la recherche mathématique, c'est-à-dire pour Grothendieck presque le jeu de l'enfant. Donc cette posture sur les notions de mérite et de méritocratie est à bien des écarts discutable dans son caractère extrême, et Grothendieck est sur bien des plans un cas particulier qu'il est intéressant de confronter à un discours plus consensuel comme celui de Schwartz.
Pour autant, par sa dissonance même, elle constitue une voie intéressante pour penser les risques de l'idéalisation méritocratique dans le monde mathématique. La violence et le mépris comme conséquence de la hiérarchisation et de l'érection du mérite et de la puissance mathématique en valeur suprême sont des thématiques que Grothendieck met au centre du discours scientifique à une certaine période et qui revient en fait régulièrement. Pour reprendre la question de mon titre, les mathématiques sont-elles une discipline méritocratique? Je n'entends pas, par cette étude de quelques témoignages, apporter de réponse définitive à cette question, qui est d'autant plus vaste qu'elle repose sur des termes polysémiques, mouvants et controversés, mais j'espère avoir donné quelques éléments de réflexion sur ce qui structure les logiques de représentation de soi et de la communauté mathématique dans les récits même des mathématiciens les plus réputés, et peut-être vous avoir donné envie d'aller en lire vous-même. Merci beaucoup.